Imaginez un instant, un fleuve, mais pas un fleuve d'eau, un fleuve d'or et d'argent qui a coulé sans s'arrêter à travers l'océan pendant plus de 2 siècles. Ce n'est pas un conte, c'était la réalité de la flotte des Indes espagnols, probablement le convoi le plus riche de toute l'histoire. Alors la question se pose, quelle était la plus grande menace pour ce trésor flottant? On pense tout de suite aux pirates, bien sûr, aux corsaires, aux tempêtes déchaînées, mais la vraie histoire, eh bien, elle est beaucoup plus surprenante et se cachait à un endroit où personne ne regardait. Pour bien comprendre les dangers qui guettaient cette flotte, il faut d'abord prendre la mesure de l'enjeu. D'où venait exactement cette richesse absolument colossale? Au tout début, la méthode était, disons, directe, le pillage pur et simple des empires aztèques et incas. Mais tout a basculé en 1545. Là, on découvre des mines d'argent gigantesques au Pérou et au Mexique. Et d'un coup, on passe du pillage à une véritable industrie, une machine à créer de la richesse à une échelle jamais vue. Pour se faire une petite idée, l'histoire de la rançon de l'empereur inca Atahualpa est juste folle. Pour sa libération, il a offert de remplir une pièce immense d'or et d'argent. Le résultat, 6,5 tonnes d'or et 13 tonnes d'argent. Une fortune inimaginable qui, ironie du sort, ne lui a même pas sauvé la vie. Et cette nouvelle industrie minière a très vite rendu le butin du pillage presque anecdotique. À son apogée, vers 1600, on parle d'une production de 16 millions de pesos d'argent par an. C'était une véritable avalanche de métals précieux qu'il fallait réussir à faire traverser l'océan chaque année. Forcément, quand on transporte une telle fortune, la question de la sécurité devient essentielle. L'Espagne a donc mis en place un système incroyablement sophistiqué, une véritable forteresse en mer. Et il y avait urgence. Dès les premières années, les corsaires français se sont montrés d'une efficacité redoutable, au point que la quasi-totalité du trésor était interceptée. L'Espagne était au pied du mur, il fallait trouver une réponse massive, une réponse organisée. Il faut dire que la logistique était un cauchemar. Prenez l'argent de la mine de Potosí. Il était extrait tout là-haut dans les Andes, transporté jusqu'à la côte Pacifique, puis chargé sur un bateau jusqu'à Panama, avant de traverser tout l'isthme à dos de mulet, pour enfin être embarqué sur la flotte. Un voyage de plusieurs mois avant même de toucher l'eau de l'Atlantique. Le système de convoi, finalisé en 1564, était une merveille de planification. On avait 2 flottes distinctes, une pour le Mexique, l'autre pour l'Amérique du Sud. Le calendrier était réglé comme du papier à musique pour éviter la terrible saison des ouragans. Imaginez des convois de plus de 60 navires, escortés par de puissants galions de guerre et qui utilisaient des ports-forteresses comme La Havane ou Carthagène comme base. Une machine impressionnante. Mais bien sûr, même la meilleure des forteresses attire les convoitises. Et des ennemis, l'Espagne en avait beaucoup, et ils étaient très déterminés. C'est ici qu'on retrouve les pirates et les corsaires de légende. Et les coups portés ont été spectaculaires. En 1628, le Hollandais Piet Hein réussit l'impensable. Il capture une flotte entière. En 1656 et 1657, c'est l'Anglais Robert Blake qui humilie la flotte espagnole, par 2 fois. Puis en 1697, les Français mettent à sac Carthagène. La menace, ce n'était pas de petits pirates isolés, c'était bien les marines de guerre des plus grandes puissances européennes. L'attaque de Piet Hein en 1628, c'est vraiment un tournant. D'un seul coup, les Hollandais s'emparent de 90 tonnes d'or et d'argent. 90 tonnes, pour une valeur de 3 millions de pesos. On raconte que le roi d'Espagne, Philippe IV, était tellement sous le choc qu'il n'est pas sorti de son palais pendant 5 jours. Pirates, corsaires, amiraux ennemis. Tout ça, c'est l'histoire qu'on connaît. Mais si on se disait que le plus grand danger ne se trouvait pas en mer, que la véritable menace était en fait invisible, une faille cachée au cœur même du système espagnol, un mal qui le rongeait de l'intérieur. Pour piger cette faille, il faut parler un peu paperasse et impôts. Le premier mot à connaître, c'est l'almojáifasgo. C'était tout simplement la principale taxe douanière prélevée sur la valeur des marchandises transportées. Le deuxième élément, ce sont les giduros. En gros, c'était des obligations d'État à long terme. L'État empruntait de l'argent et pour garantir le remboursement, il promettait les revenus de certaines taxes, et notamment les revenus de l'almojáifasgo. Et c'est là que le piège se referme. Au XVIIe siècle, la couronne espagnole avait tellement vendu de juros que 100% des revenus de cette fameuse taxe douanière étaient déjà promis à ses créanciers. Pensez-y une seconde, ça veut dire que le roi n'avait plus aucun intérêt financier à collecter cette taxe. Pourquoi faire l'effort si chaque pièce d'or collectée repartait aussitôt dans la poche d'un autre? Ce graphique montre l'ampleur du désastre. Regardez bien. Au début du siècle, la taxe rapporte beaucoup. Et puis, regardez à la fin du siècle. C'est une chute vertigineuse de 92%.
Et pendant ce temps, la dette envers les créanciers, elle, ne bougeait pas. Le système était en faillite totale. Alors, comment le gouvernement a-t-il pu saboter sa propre source de revenus? C'est presque du génie, mais à l'envers. Ils ont changé les règles. Au lieu de taxer la valeur des marchandises, ils se sont mis à taxer leur volume. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1637, un marchand était taxé sur environ 43% de la valeur de sa cargaison. 60 ans plus tard, ce n'est plus que 2,3%. C'était une invitation ouverte à la fraude légale. Cette politique a créé un paradoxe fascinant. D'un côté, les registres officiels montraient une chute drastique du volume de marchandises expédiées. On aurait pu croire à une terrible crise commerciale. Mais en même temps, si on regarde les sources non officielles, comme les gazettes commerciales hollandaises, on découvre une toute autre histoire. Les arrivées réelles de trésors en Espagne n'avaient jamais été aussi importantes. Le commerce était plus florissant que jamais. Alors, comment expliquer ce mystère? La citation d'un observateur de l'époque nous donne la clé. Les navires transportaient plus de velours de gêne et moins d'huile et de vin. La logique est simple. Si on est taxé sur le volume, on ne va pas s'amuser à transporter des barriques de vin bon marché. Non, on va remplir ces cales avec des produits de luxe, légers et chers, comme la soie ou les épices. Le commerce ne s'est pas effondré, il est devenu plus malin, pour contourner une taxe devenue absurde. Cette décadence de l'intérieur a eu des conséquences durables, créant un héritage englouti qui nous fascine encore aujourd'hui. Finalement, le système de la flotte des Indes, rongé de l'intérieur bien plus que par les canons ennemis, a été officiellement aboli en 1790. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est cette légende fascinante de trésors perdus au fond des mers, un rêve de galions remplis d'or qui nourrit encore notre imaginaire collectif. L'histoire de la flotte des Indes nous apprend une leçon puissante. Le plus grand danger n'est pas toujours le plus visible. Alors que les pirates faisaient la une, c'est une mauvaise politique qui a, en réalité, coulé le système. Et ça nous amène à une question pour aujourd'hui. Quels sont nos trésors modernes et quels systèmes défaillants et invisibles les menacent en ce moment même?